Val-de-Loire en direct se poursuit l'heure de votre JT, présenté ce soir par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Un ciel nuageux est attendu tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures en légère baisse. La minimale sera de 7 degrés, la maximale de 13 degrés. À la une de ce JT, une candidate à l'élection présidentielle en visite chez nous à Tours aujourd'hui. Et oui, au lendemain de sa déclaration de candidature, Marine Tondelier effectuait aujourd'hui son premier déplacement officiel. L'occasion pour elle de déambuler dans la ville pour découvrir les principales réalisations de la mairie. La chef des écologistes a également profité de ce moment pour aller à la rencontre des Tourangelles et des Tourangeaux. Puis nous évoquerons les infractions anti-LGBT+. Elles sont en recrudescence. L'an dernier, elles ont augmenté de 5%. Elles se traduisent par des agressions, mais aussi des dégradations. Nous nous rendrons à La Riche, où un escalier des Fiertés a été vandalisé avec des tags homophobes quelques jours après sa mise en place. La mairie a annoncé porter plainte. Enfin, nous prendrons la direction de Vendôme. La ville devient pour 2 semaines un haut lieu de création contemporaine grâce à sa biennale Assemblage. 15 artistes ont en effet pris possession des murs du manège Rochambeau pour y exposer leur travail. Notre premier invité de ce journal ce soir, Denis Gauthier. Directeur de l'agence du quotidien, il nous présentera ce nouveau dispositif qui vise à accompagner les particuliers, les aidants ou encore les acteurs publics dans leur démarche du quotidien. Et puis il y aura notre rubrique On vous répond avec la question du soir. Comment aménager ses combles pour une raison de confort? On le verra avec Clément Pillette, architecte conseiller au sein du CEE 37 qui sera avec nous à la fin du journal. Mais d'abord, Lucas, faisons un point sur cette tempête, la fameuse tempête Benjamin. Et oui, une tempête Benjamin qui aura placé nos deux départements en vigilance jaune vent. À 15h, bilan Enedis a annoncé 400 clients privés d'électricité en Indre-et-Loire, 350 en Loire-et-Cher. Au plus fort, à 9h, ce chiffre est monté à 1100 dans le 41. On va maintenant ouvrir une page politique avec une candidate à l'élection présidentielle en visite à Tours. Et oui, et ce au lendemain de l'annonce de son lancement dans la course à l'Elysée. Marine Tondelier a choisi la capitale tourangelle pour ce premier déplacement officiel. La chef des écologistes a notamment déambulé dans les rues de la ville à la découverte des principales réalisations de l'actuelle municipalité. Après un passage sur le plateau de nos confrères de Wanted TV, elle a visité les locaux de l'association d'hébergement solidaire Caracol. Léa Turquier et Arnaud Potier ont suivi ce déplacement. 13h45, Marine Tondelier arrive en gare de Tours. Au lendemain de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, la secrétaire nationale des écologistes est en visite en Touraine. Un premier déplacement donc où elle affirme son ambition d'unir les gauches. Quand vous passez toute votre campagne à expliquer que soit tous les soutiens de Jean-Luc Mélenchon sont infréquentables, soit que la social-démocratie c'est impossible, en fait c'est pas comme ça qu'on réconcilie la gauche et c'est pas comme ça qu'on réconcilie un pays. Donc vraiment à un moment ça va coincer. Donc moi je pense que quelqu'un qui est capable de s'adresser à tout son camp politique, pas juste à sa famille, mais à tout son camp politique, c'est essentiel. C'est moi le pari que je fais. Une candidature à la présidentielle, mais aussi à une potentielle primaire de la gauche. Marine Tondelier serait l'une des candidates, là où Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann ont refusé de se présenter. C'est là tout l'enjeu de ce vote. Marine Tondelier pourra-t-elle convaincre tous les électeurs de gauche? Charles Fournier, député de la première circonscription d'Indre-et-Loire, en est convaincu. On nous disait souvent que nous étions le trait d'union et qu'elle était le trait d'union et qu'elle jouait ce rôle de trait d'union. Et vous voyez, au moment où plus personne n'y croit, elle continue à batailler pour l'union. Ce qui peut gagner, c'est une équipe de France, de la gauche et de l'écologie. Moi, ma préoccupation centrale, c'est celle-là. Après, il faut un capitaine ou une capitaine. Et évidemment, je considère que Marine Tondelier ferait une bonne capitaine. Un premier déplacement prévu bien avant l'annonce et donc dans l'intimité des médias locaux et des personnalités politiques locales. Un climat propice au dialogue et aux échanges d'idées pour Emmanuel Denis, le maire de Tours. Ce qu'il faut aussi proposer, c'est des nouveaux droits, c'est des nouvelles alternatives. Donc la sécurité sociale alimentaire, c'est un nouveau droit. On a parlé d'un droit à la mobilité qui soit accessible pour tous et toutes. On peut développer des alternatives, on peut développer des nouvelles politiques, on peut être courageux, on peut être dans l'innovation. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle est là aujourd'hui. Ce jeudi soir, la chef des écologistes sera présente lors d'une réunion publique au bar Le Kubrick à Tours. Un échange ouvert à tous à partir de 19h15. Politique toujours et un député tourangeau porte plainte. Laurent Baumel a annoncé déposer plainte pour des menaces de mort proférées en ligne à son encontre. On va te crever ou encore tu ne pourras plus sortir de chez toi. Des menaces intervenues après que le député de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire a annoncé que le Parti socialiste ne censurerait pas le nouveau gouvernement. Dans la foulée, c'est le siège tourangeau du parti qui avait été pris pour cible. Et puis Lucas, un autre mot de justice à présent. Le 27 juillet 2020, un enfant placé se noyait dans un étang de Château-Lavalière au cours d'une sortie
thérapie organisée par son foyer. Au début du mois, l'éducateur spécialisé qui l'accompagnait comparaissait devant le tribunal correctionnel de Tours pour homicide involontaire, tout comme le conseil départemental d'Indre-et-Loire, responsable de l'aide sociale à l'enfance. Le délibéré a été rendu aujourd'hui. L'éducateur a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Le conseil départemental a quant à lui été relaxé, bien que déclaré civilement responsable. Allez, on prend la direction de l'Ariche à présent après une dégradation homophobe. Celle de l'escalier des fiertés. Peint aux couleurs LGBT+, il y a quelques jours, il a depuis été vandalisé. Des tags homophobes sont apparus sur les marches et la commune a annoncé déposer plainte. Des faits qui s'inscrivent dans un climat national d'homophobie. En effet, l'an dernier, les infractions anti-LGBT ont grimpé de 5% en France. Arnaud Potier. C'est une découverte qui a choqué habitants et élus dimanche dernier. Des inscriptions homophobes tracées sur un escalier peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ces tags ont été réalisés samedi soir entre 20h et 21h. Une question se pose alors, acte gratuit ou attaque ciblée contre la communauté LGBT+. Je ne suis même pas sûre que ce soit une portée symbolique pour les gens qui l'ont faite, mais néanmoins, c'est quand même très important de ne pas nous laisser intimider, de continuer les actions. En tous les cas, ça nous fera pas reculer et on va continuer dans les mêmes actions, dans la même continuité. La mairie est intervenue rapidement, mais quelques traces subsistent encore aujourd'hui. On pouvait y lire un message explicitement homophobe accompagné du code postal de la ville. Un lien possible avec une tendance des réseaux sociaux. Face à cela, la mairie a déposé plainte. Indignation d'abord et puis évidemment très rapidement effacer ces inscriptions qui n'avaient pas leur place et puis également un post Facebook pour dénoncer et par ailleurs une enquête est déjà en cours et une plainte est déposée. Ce type d'agissement s'inscrit dans un contexte plus large. Les inscriptions anti-LGBT+ enregistrées en France sont en hausse d'environ 5% sur un an. Au centre LGBTI de Tours, on relève que les violences sont désormais quotidiennes. Le constat est sans appel. Ce qui domine, c'est le manque d'éducation, de compréhension, de respect. Un terreau propice à la haine quand se superposent orientation sexuelle et identité de genre. Concrètement, on a des personnes qui régulièrement sont agressées dans les transports en commun, chez eux, qui sont discriminées au niveau de leur travail, au niveau de leur location d'appartements, etc. parce qu'ils ne correspondent pas au genre qu'on aimerait leur assigner. Vraiment de l'insulte, qui est ça malheureusement assez courante, à des violences physiques. 4828 actes anti-LGBT+ ont été recensés en 2024, soit 3000 de plus qu'en 2016. Une situation paradoxale à l'heure de la sensibilisation aux minorités et à la défense des droits LGBT+. Nous vous en parlions il y a quelques jours. Finalement, le méthaniseur ne verra pas le jour à Chanceau-sur-Choisy. Les élus du conseil municipal ont tranché. Le méthaniseur de déchets végétaux ne s'implantera pas sur la commune. Un choix justifié par la volonté de préserver le cadre de vie des administrés. En effet, un collectif s'était rapidement monté pour lutter contre ce projet. Il est l'heure à présent, Lucas, d'accueillir notre premier invité de ce journal, Denis Gauthier. Ancien président du comité Handisport 37, notamment, il vient de fonder l'Agence du quotidien, un nouveau service d'accompagnement administratif, juridique et numérique qui vise à accompagner les particuliers, les aidants ou encore les acteurs publics dans leur démarche du quotidien. Bonsoir Denis Gauthier. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. D'abord, l'Agence du quotidien, comment vous est venue cette idée? De quel constat vous êtes parti? Alors, je suis parti du constat qu'aujourd'hui, j'ai trop côtoyé de personnes qui sont en difficulté face aux démarches administratives, qui sont malgré tout restent encore compliquées, avec une prise en main du numérique qui est des fois aussi très compliquée pour certaines personnes. Et j'ai l'habitude, dans mon entourage proche et les amis, qu'on me sollicite régulièrement. Alors, je me suis dit, bah voilà, je vais avancer et je vais accompagner plus concrètement les personnes. Ah oui, vous avez constaté qu'on avait besoin d'aide voilà. Bien souvent. On parle d'un dispositif inclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? De quel public vous parlez quand vous dites inclusif? Alors la particularité effectivement de l'Agence du quotidien, c'est qu'on est principalement accentué sur les personnes en situation de handicap, les personnes qui sont âgées aussi, enfin tout le public vulnérable qui sont encore plus dans le besoin et en difficulté des fois dans un certain nombre de démarches qui sont pour elles aussi des fois encore plus pesantes et encore plus importantes.
On ne peut pas toutes les citer, ces démarches, mais ça concerne quoi, par exemple? Notamment le logement, la sécurité sociale, la CAF, ça peut être des impôts, la retraite pour les personnes âgées, les droits sociaux, donc c'est quand même relativement large. C'est extrêmement large et vaste. Et en quoi c'est si difficile? C'est essentiellement les nouveautés technologiques. Pourquoi est-ce que c'est compliqué, ces démarches? C'est compliqué parce que ça demande des processus quand même qui sont pas forcément toujours très logiques et pas toujours bien expliqués. Et c'est là où l'agence du quotidien a tout son sens, parce qu'on est vraiment dans l'accompagnement sur mesure des personnes. Et le projet, c'est vraiment de faire en sorte de ne pas faire évidemment à la place de la personne, mais de l'accompagner un maximum pour qu'elle puisse comprendre et faire les choses par son autonomie elle-même par la suite. Ah oui, en fait, on ne délègue pas, c'est un accompagnement vers une nouvelle autonomie. Bien sûr, voilà, c'est ça. Alors, comment est-ce que vous souhaitez assurer cet accompagnement? Ce n'est pas possible seul, il y aura des partenaires? Alors voilà, on va s'appuyer sur un réseau maillage au niveau du département 37, donc des juristes, des notaires, des assistantes sociales, les différents acteurs locaux avec lesquels on est partenaire, et on va tisser un maillage de plus en plus important pour justement être partenaire et travailler le plus possible les uns avec les autres. Enfin, je voudrais vous poser cette question sur la philosophie de l'agence du quotidien. Vous vous dites bienveillant, elle est importante, cette bienveillance, auprès notamment des publics que vous avez cités? Elle est primordiale, parce qu'on est sur des personnes qui sont vulnérables, qui sont en difficulté. Ils nous font rentrer dans leur intimité au travers de ces démarches. Donc évidemment, il faut être bienveillant, il faut être attentif, il faut être à l'écoute, il faut être dans la pédagogie. Donc c'est véritablement les valeurs aujourd'hui qui incarnent l'agence du quotidien. Merci beaucoup, Denis Gauthier. Je voudrais vous féliciter, vous remercier pour la création de cette agence, l'agence du quotidien, agenceduquotidien.fr. Et puis vous avez les coordonnées de contact au bas de cet écran. Merci beaucoup, Denis. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous avez une question à me poser, je crois, Lucas. Oui, vous avez quel âge, Aurélien? 5 ans. 5 ans, bah oui, effectivement. C'est la suite. Mais oui, il le sait. Je parlais du chiffre en réalité qui est au fond du verre Duralex dont il s'est servi ce midi. Exactement. Parce que cette info va peut-être vous intéresser, Aurélien. La verrerie fait appel aux Français pour lever des fonds et assurer la poursuite de son redressement. 5 millions d'euros sont espérés. À partir du 3 novembre prochain, à partir de 100 euros, vous pourrez vous procurer un titre qui, en plus d'aider l'entreprise, vous garantira 8% d'intérêt par an pendant 7 ans. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Ce placement ne sera pas garanti et la somme pourra être perdue. Allez, direction Vendôme à présent, au lieu de la création contemporaine pour les 2 prochaines semaines, Lucas. Entrée sans frapper, c'est l'intitulé de la 3e édition d'Assemblage, la Biennale d'art contemporain de Vendôme. Jusqu'au 2 novembre, 15 artistes ont pris possession des murs du manège Rochambeau. Ils y exposent le fruit de leur réflexion, une multitude de techniques et de styles différents. Visite guidée avec Hélène Chaplet. Les 1200 mètres carrés du manège Rochambeau accueillent actuellement la 3e édition d'Assemblage, la Biennale d'art contemporain de Vendôme. 15 artistes ont investi les lieux et cette année, l'invité d'honneur est le célèbre sculpteur tourangeau Michel Audiard. Sur place, une trentaine de ses œuvres, dont beaucoup d'animaux, des créations reconnaissables à ses plaques de résine en strate. Il y a quelque chose de très intéressant chez l'animal pour les sculpteurs, sur l'étude de la forme, l'étude du mouvement. Et souvent, les sculpteurs animaliers peuvent parfois passer une vie à ne s'intéresser qu'aux animaux. Et Michel Audiard, bien qu'il fasse autre chose que des animaux, s'intéresse énormément à la sculpture animalière. Pas de thématique imposée cette année encore, pourtant les animaux et la nature semblent être le fil conducteur de l'exposition, de quoi permettre aux plus jeunes comme aux adultes de franchir le seuil de l'univers de chaque artiste. C'est la troisième fois que tu viens. Troisième fois. Il adore. Mon œuvre préférée est le calamar. En fait, c'est un calamar avec des tentacules. Il y a des lumières et puis ça fait beau à voir. J'aime bien. Moi, c'est les œuvres de Monsieur Boudon, dans le style un peu japonais, mais bourré de petits détails. J'adore. J'ai bien aimé aussi les planètes. Avec l'appareil, je ne sais plus comment ça s'appelle, le stésoscope, quelque chose comme ça. Je trouve ça très chouette. Pour découvrir le fonctionnement du Zetascope et la diversité des 250 œuvres exposées, direction Vendôme jusqu'au 2 novembre. 7500 visiteurs s'y étaient rendus lors de l'édition précédente.
Allez, place à notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec notre invité Clément Piette, architecte conseiller au sein du CAE 37 pour répondre à cette question, comment aménager ces combles. Bonsoir et bienvenue Clément sur notre plateau. Alors, un sujet qu'on a déjà évoqué à travers quelques généralités, la faisabilité, les difficultés, la pertinence ou la structure. Ce soir, on va s'intéresser au confort de vie. Ça veut dire quoi le confort quand on parle justement de combles? Déjà, première question. En fait, c'est de ne pas tomber dans le piège récurrent, notamment des combles qui surchauffent et donc... Autant on avait abordé les questions de volume, espace de vie, que là, il y a peut-être plus le confort d'usage, la sensation thermique et évidemment d'éviter la surchauffe. Le confort, ça passe évidemment, on l'avait déjà évoqué, mais on va en dire un petit mot, par l'isolation, c'est quand même la base. En fait, donc, les combles ont toujours cette particularité que ça servait d'espace tampon avant pour le bâtiment vers l'extérieur. Si on l'aménage, on a plus de tampons. Donc il va falloir bien travailler l'enveloppe. Et généralement, ce sont ces fameux isolants que j'avais évoqués avec beaucoup d'inertie. Grosse quarantaine de centimètres d'épaisseur quand on veut se projeter, voilà, avec certaines conditions, mais c'est vrai qu'on avait traité déjà d'avoir vraiment cette phase de transition pour avoir quelque chose de massif. Oui. L'idée ce soir, c'est de parler au-delà de l'isolation, justement ces apports notamment de l'extérieur. Ça, c'est important de les prendre en compte. Ils ne sont pas assez pris en compte. On pense d'abord à l'isolation, on oublie un petit peu le reste. Voilà, c'est un piège que l'on peut voir parfois, c'est on a les combles. On a une pièce qu'on a envie d'avoir lumineuse, pleine de vie, et généralement, par exemple, avec beaucoup de jours. Hein. Mais évidemment, beaucoup de jours au niveau d'une toiture, c'est généralement des fours solaires que l'on peut parfois se créer. Donc évidemment, attention, la batterie de Velux n'est peut-être pas forcément très judicieuse. La disposition, parfois aussi. Hein. Velux au-dessus de l'oreiller, c'est quand même pas super. Donc, et puis évidemment, l'exposition solaire, hein, se tourner vers le sud, se tourner vers l'ouest, c'est un peu vouloir s'attirer des ennuis de surchauffe, par exemple estivale. Mais ça permet évidemment de mieux maîtriser son apport solaire. Les lucarnes, les fenêtres, c'est quelque chose qu'il faut penser. Absolument. Et alors évidemment, il y a un équilibre de budget, de questions architecturales du bâtiment. Une lucarne, par exemple, sera toujours préférable. C'est plus coûteux. La lucarne est le petit volume bâti que l'on construit en toiture. Les chiens aussi en font partie, par exemple. Mais en effet, c'est pas le même budget que simplement le Velux qu'on pourrait installer rapidement et qui ferait envie. Mais par contre, c'est une meilleure maîtrise parce que l'ouverture est verticale, on peut mettre des volets, etc. Il y a un élément auquel il faut penser, et ça c'est pas le truc qu'on pense de prime abord, c'est la cage d'escalier. Oui, en fait ça rentre dans le schéma global du bâti et aussi d'un autre point que je n'ai pas abordé, qui est capital évidemment, c'est la ventilation du logement. Ça joue pour la question de confort thermique, mais aussi la question sanitaire. Hein. L'air d'une maison est très pollué. Donc du coup, le bâtiment, la température monte. Si l'isolant en plus bloque la température, il faut pouvoir arriver à décharger le bâtiment, évidemment, avec des ventilations, des choses comme ça, hein, des courants d'air. Et l'élément à prévoir, évidemment, c'est que sur une maison, notamment de ville, par exemple, pour les personnes de tour-centre qui ont des niveaux très, très verticaux, la cage d'escalier fonctionne comme une véritable cheminée. Donc évidemment, la petite porte palière, parce qu'on n'a pas envie d'avoir du bruit ou des choses comme ça, parfois, ça peut être le petit piège dans lequel ne pas tomber. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Donc on aura bien compris, l'apport solaire. Et un dernier mot, vous l'avez plus ou moins évoqué, mais la ventilation, là aussi, c'est l'autre élément important à prendre en compte. La ventilation, il y a la maison de ville très verticale, le phénomène de cheminée. Et pour les personnes qui ont plutôt des maisons qui s'étalent au sol, par exemple le rez-de-chaussée, et puis on aménage le comble, il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, le schéma de ventilation est encore un autre raisonnement parce que au lieu de faire rentrer l'air chaud par les chambres vers la salle de bain pour l'extraction, il faut trouver un autre raisonnement que celui qu'on fait naturellement en bâtiment, c'est-à-dire passer par les chambres, par les séjours pour ventiler et renouveler l'air. Là, on parle ce sera un peu le VMC, par exemple. Justement, c'est ça. La VMC, on tire depuis les pièces sales en passant par les pièces propres l'air de l'extérieur pour remplacer tout le bâtiment, tout l'air ambiant de la maison. Bon, si on remplace ça au niveau des chambres qui sont chaudes, avec un environnement chaud comme une toiture, 70 degrés, les ardoises, eh bien justement on se tire une balle dans le pied. Donc il y a un schéma de ventilation globale à réfléchir. Un schéma auquel il faut penser, isolation, apport solaire, ventilation, c'est les trois mots qu'on retiendra ce soir. Oui, parce que je peux en parler pendant des heures. Mais vous êtes passionné, architecte conseiller, comme tous les gens qui viennent du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Indre-et-Loire qui viennent régulièrement sur le plateau. Merci beaucoup Clément. Je vous en prie, merci à vous. Quelques informations. Pour aller plus loin, évidemment, vous allez sur le site du CAE 37. Lucas, avant de se quitter, on revient évidemment sur cette tempête au doux nom de Benjamin. Oui, une tempête qui aura placé nos deux départements en vigilance jaune vent. À 15h, Enedis annonçait 400 clients privés d'électricité en Indre-et-Loire, 350 en Loire-et-Cher. Au plus fort, à 9h, ce chiffre est monté à 1100 dans le 41.
On pense à eux, bien évidemment, même s'ils ne peuvent pas nous regarder puisqu'ils n'ont pas l'électricité. Bien joué Aurélien, merci, bravo. Belle réflexion. Merci Lucas, très bonne soirée. Demain, c'est en JT toute image. Oui, un JT, vous ne serez pas là, voilà. Mais il y aura bien un JT à 18h45. Et ça sera le cas la semaine prochaine, évidemment. Merci beaucoup Lucas, très bonne soirée. Très bonnes vacances, je vous retrouve le 3 novembre prochain, à bientôt.